Je m'appelle Adrien Clairbois, je suis, comme la majorité des speakers aujourd'hui, Microsoft MVP, comme Denis l'est aussi. Et récemment, depuis le mois de mars, j'ai créé ma société qui s'appelle Sense of Tech, où je suis software craftsman et architecte technique au sein de la société. Et ce que je préfère, à part travailler, parce que pour moi le travail c'est une passion, c'est de partager avec les communautés. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec Denis, pour partager nos connaissances et pouvoir apprendre avec vous de nouvelles technologies ou même d'enrichir par rapport à des questions que vous pourrez nous poser, que j'espère que vous allez nous poser en tout cas. Et toi Oui, Denis? et pour ma part, comme c'est indiqué, je m'appelle Denis Voituron. Je suis aussi MVP. Je travaille dans le développement .NET depuis pas mal d'années maintenant, depuis même du VB3 à l'époque. Et enfin, VB3 pour les technos Microsoft, pas encore .NET, c'est venu évidemment après. Et donc pour le moment, je suis ce qu'on appelle chez nous en tout cas un .NET architecte, donc pour la société Onirix qui est en Belgique. Donc c'est une société de consultance et mon boulot, c'est en gros de passer sur toute une série de clients pour pouvoir mettre en place les bonnes pratiques, l'architecture des systèmes, des applications, le choix des technologies, etc. Et alors, je fais aussi, j'ai le grand honneur de pouvoir aussi co-animer avec Christophe Peugnier et Richard Clark un podcast dont on en a déjà parlé, qui s'appelle devaps.ms. Et je crois que ça fait plus de 5 ans maintenant tous les mois, on essaye d'inviter quelqu'un qui vient nous parler d'une technologie, d'un sujet. Et donc on s'amuse pendant 1 heure et demie là-dessus, quoi. Alors oui, je voulais, avant de commencer, signaler aussi, vous voyez derrière moi, j'ai une superbe maison, c'est un fond vert en réalité, donc ne venez pas me voler, j'ai pas de piano, j'ai rien chez moi. Tout ça est faux, entièrement faux, parce que j'ai déjà eu la dernière fois des commentaires en me disant « Waouh, elle est super la maison ». Effectivement, elle est super, mais elle n'est pas chez moi, je sais pas où elle est. Et donc si les gens veulent nous suivre, ils peuvent nous rejoindre sur Twitter par exemple avec Denis Voituron et mon hashtag c'est à Clairbois. Oui, on est très actifs aussi sur Twitter comme Facebook, donc ceux qui N'hésitez nous connaissent, à mon avis, seront très, très simples à nous retrouver. Pour les autres, c'est très facile aussi en allant sur ces canaux-là. Passe au slide suivant. Je t'en prie. Ah, c'est moi qui bouge. Ah oui, hein. D'accord. On va voir si ça marche. Clique. Voilà. Alors, on va vous parler, si vous êtes là, vous le savez a priori, on va venir vous parler de messages, de queuing. Et donc, on va commencer d'abord par expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est quoi faire du message queuing dans les technologies Azure. On verra qu'il y en a toute une série. Une qu'on va utiliser notamment ici, c'est le service bus d'Azure. D'abord, avant de commencer, c'est expliquer effectivement ce que c'est. Une queue dans Azure, et de manière générale, de manière théorique, c'est simplement ce qu'on appellerait un courtier de messages d'intégration d'entreprise entièrement géré. Quand j'ai dit ça, je pense que j'ai pas dit grand-chose. C'est-à-dire, en clair, c'est quoi? C'est un service de messagerie qui va permettre principalement, c'est découpler les applications et les services pour qu'on ne puisse pas avoir justement ce couplage fort et qu'on puisse travailler avec des applications qui ont le temps de travailler. Par exemple, ici, on voit un récepteur qui va se mettre à jour des données dans une DB. On voudrait que cette base de données, elle ait le temps de réceptionner les données. Et donc, on veut avoir un système de queue, donc des messages qui sont mis sous un format de type plus FIFO, donc first in, first out, où on va avoir une file d'attente où les messages vont être envoyés, mis en attente, jusqu'au moment où un abonné va de l'autre côté de la ligne venir chercher ce message. Alors, le principe, c'est que tous les messages vont d'abord être enregistrés dans un format, en général, c'est un format binaire, intégré dans Azure pour notamment des questions de performance. Mais ils vont pouvoir évidemment aussi contenir ces messages, du JSON, du texte, de l'XML, pour que nous, en tant que développeurs, on est beaucoup plus simple pour pouvoir y accéder. On va vous faire une petite démo dans quelques secondes, donc vous verrez ça avec Adrien tout de suite. Alors, pour cela, Microsoft, pour se communiquer avec ce système de queue, il utilise un protocole qui est un protocole standard utilisé pour beaucoup de systèmes de queue, que ce soit dans Azure, chez Microsoft et voire d'autres systèmes aussi. C'est le protocole standard AMQP. Mais nous, on va pouvoir l'utiliser sur une surcouche que Microsoft met à notre disposition, qui est une surcouche tout simplement en HTTP. Et on va évidemment avoir à notre disposition pour ça des kits de développement qui sont disponibles en C#, en Java, dans quasiment un peu tous les langages dont on a besoin. Donc ça, c'est pour l'aspect du service, de la queue. Alors, je parle de file d'attente depuis quelques minutes maintenant, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, le principe, c'est quoi? C'est qu'on va mettre des messages dans cette fameuse file d'attente qui se trouve ici. Et l'idée, c'est de venir directement les classer et les horodater. Donc, venir mettre juste une date d'arrivée sur ce message pour qu'on puisse les récupérer dans le bon ordre à la sortie. Et donc, ils vont être conservés ainsi en toute sécurité. Et c'est vraiment cet aspect de sécurité qui est important lorsqu'on va travailler ici avec un système de message queue, de service bus.
On pourrait le développer soi-même, c'est tout simplement un système où on envoie des messages, on les reçoit, mais toute la machinerie qui est mise derrière, elle est quand même très importante pour que ce soit multithreading, en gestion parallèle et ainsi de suite. Et donc de l'autre côté, on va avoir un abonné, un récepteur, qui va pouvoir soit reprendre le message et le retirer de la queue, tout simplement, c'est ce qu'on appelle faire un receive and delete, soit faire un pick lock, où là, c'est plutôt demander, poser la question, tiens, est-ce qu'il y a un message, quel est éventuellement le contenu de ce message, mais garder le message à l'intérieur, c'est juste voir la présence de ce message. Il faut savoir aussi que chaque message possède une durée de vie. Par défaut, c'est une durée de vie de 7 jours. Donc, au-delà de cette durée de vie, le message va tomber entre guillemets en erreur. Et donc, on va le retrouver dans une queue distincte qu'on appelle la dead letter, dans lequel vont se retrouver tous les messages qui n'ont pas pu être réceptionnés correctement, ceux qui sont tombés en timeout, en erreur de ce type-là, pour pouvoir ensuite soit les relancer à la main, soit, puisque c'est une queue comme une autre, la manipuler avec un processus automatique pour aller l'analyser et envoyer des messages d'erreur à un administrateur, le gérer, faire un peu ce qu'on veut derrière tout ça, quoi. Alors, quelques exemples d'applications qui utilisent ces systèmes de queuing. Il y a, je prends un exemple souvent, c'est l'application Facebook, par exemple. Quand tout le monde connaît Facebook et ses messages, ses posts. Quand vous postez un nouveau message sur Facebook, le message, en fait, n'est pas directement placé sur le serveur. Il est envoyé au système, au serveur pour être traité. Mais vous avez l'impression qu'il se trouve directement intégré sur votre page. Vous avez directement votre message qui apparaît. Et si le serveur, après quelques secondes, n'a pas eu le temps de le traiter correctement ou un problème est apparu, il va vous renvoyer à ce moment-là un résultat qui va éventuellement faire changer ce petit message, votre message à vous, en disant « Tiens, il y a eu un problème de traitement ». Et donc, ça vous permet d'avoir une vitesse d'affichage et un traitement sur le serveur complètement découplé qui vont vous permettre donc de faire des gestions. On va avoir des millions de traitements ou de messages simultanés qui vont pouvoir être effectués sans aucun problème, quoi. Alors, si on a le temps, on verra qu'on peut aller même encore plus loin. On pourra aller même sur des accès avec des topics, c'est-à-dire plutôt des regroupements, on va dire, de messages au niveau des différentes queues. Mais ça, on verra si on a un peu le temps d'aller jusque-là. Donc, je l'ai dit, pourquoi on veut utiliser un système de queuing? D'abord, principalement, c'est pour faire du découplage. Et donc, que l'application interne, elle puisse travailler très rapidement et très, très efficacement. Ensuite, on va pouvoir créer des applications qui vont être fiables dans le cloud et élastiques. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, une base de données comme on le retrouve ici, qui va avoir un certain temps pour travailler, pour traiter, mais on va venir mettre dans cette pile d'attente tous les messages. Et donc, on pourrait imaginer qu'à un certain instant, on va avoir des milliers de messages qui vont arriver en une seule fois, mais ça va peut-être mettre quelques minutes ou quelques heures après pour pouvoir être physiquement traité dans les bases de données. Et donc, on ne va pas planter le système et complètement faire exploser l'ensemble du processus. On va vraiment laisser le temps à chaque système, à chaque microservice de pouvoir fonctionner correctement. Donc, ça permet ainsi d'avoir des protections en cas de pic de trafic, de montée en charge, et d'avoir évidemment aussi des distributions de messages vers des systèmes indépendants. Ici, j'ai une base de données sur la droite. Si j'en mets plusieurs, on comprend très bien qu'on peut évidemment avoir plusieurs services qui vont venir puiser individuellement chacun, venir puiser les messages à la queue leu dans ma queue qui se trouve au centre. Et donc, ça permet aussi de se connecter sur des systèmes locaux existants, puisqu'on a tout ça en décentralisé. Donc, je peux avoir une queue dans Azure, mais qui va s'interconnecter avec une base de données locale propre à votre entreprise, mais utiliser la puissance du queuing d'Azure pour pouvoir traiter et gérer le multi-canaux. Alors, comment on va mettre tout ça en place? Souvent, c'est deux aspects de techniques qui sont utilisées pour utiliser le service bus et utiliser le queuing. Soit on va faire de l'événementiel, donc on va avoir des petits messages, des petites notifications qui vont être envoyées dans cette queue, avec très peu d'indications, juste un ID par exemple de message ou de données qui se trouvent dans la base, juste pour informer. Et puis on va avoir un émetteur qui va récupérer ces petits messages et avoir ensuite le temps, comme j'ai dit, de le traiter. Soit on peut vraiment là mettre un message dans la partie bleue, des messages beaucoup plus importants, et on peut aller jusqu'à plusieurs cas. On va pas en général mettre des mégas ou des gigas de données, mais quelques dizaines ou quelques centaines de kilos de données, formatées en JSON ou en XML, qui vont contenir là plus d'informations. Toutes les données qu'on va vouloir envoyer par exemple à la base vont pouvoir se retrouver à l'intérieur de cet espace. Donc l'émetteur, lui, il va s'attendre à ce que le contrat a été mis en place, va être réalisé. Quand c'est réalisé, il reçoit simplement une confirmation pour dire « Ok, le message a été traité, je peux le retirer de la file ». Et donc l'émetteur va ainsi simplement recevoir une petite réponse pour dire que le travail a été effectué correctement. Alors on a plusieurs types de services. Là, je vais redonner la main peut-être à Adrien pour expliquer un petit peu quels sont les services disponibles dans les services de queuing disponibles dans Azure. Merci Denis. Alors, comme tu l'as expliqué, il y a deux types de messages qui peuvent être transmis dans les queues. Le premier, c'est les événements et le deuxième, c'est les messages. Alors,
Azure propose 4 types de produits qui peuvent permettre de réaliser du queuing, tout en sachant qu'en fait, ces 4 éléments sont vraiment distincts. Donc, chacun a une fonctionnalité bien à part, qui va avoir un objectif bien à part. Donc, je vais passer au départ pour ce qui va nous intéresser le plus. Dans ce cas-ci, c'est les messages. Eux vont être gérés à partir des queue storage ou du service bus. Donc là, c'est vraiment un message avec une valeur importante, vraiment avec du contenu qui va demander à ce que l'émetteur qui soit derrière réalise le contrat. Par contre, à l'opposé, au niveau événementiel, Microsoft propose Event Grid et Event Hub. Event Grid qui est vraiment une façon, enfin qui a pour objectif, comme on l'a mis ici, de la programmation réactive, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'éléments, mais de pouvoir les gérer, enfin d'avoir vraiment une gestion par rapport au changement. Alors que Event Hub, c'est vraiment pour faire du big data, c'est vraiment pour faire de l'analytique, de la télémétrie par rapport à ce que vous pourriez recevoir. Par exemple, je vais prendre, si vous faites de l'auditing, ben, ça va vous intéresser de savoir de façon plus globale, pas au niveau de message par message. Donc, vous allez vraiment travailler sur l'outil qui va vraiment correspondre à vos besoins. Vous pouvez le faire avec Service Bus ou avec QStorage, mais la valeur et le coût ne va pas être aussi intéressant que de passer vers Event Grid ou Event Hub. Ouais. Donc voilà. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on va surtout s'intéresser, malheureusement, il y avait une petite faute dans le titre. C'était pas le QStorage qui va nous intéresser, c'est les services bus. Pourquoi le service bus par rapport au QStorage? C'est simplement que le service bus est beaucoup plus puissant et beaucoup plus à destination des entreprises, alors que le QStorage est beaucoup plus simple d'utilisation. C'est vraiment un outil qui est de base très enrichi, mais le service bus va donner beaucoup plus de fonctionnalités. On vous les expliquera après. Déjà, une partie importante, c'est que dans le QStorage, les messages sont limités à 60K. Donc, vous n'avez droit qu'à 60 kilooctets de messages, alors que le service bus, vous commencez déjà à 256 pour aller jusqu'à 1 méga par message. Donc, vous avez vraiment une différence entre les deux. Ça dépendra toujours du besoin que vous avez. Mais nous, on va plus aujourd'hui s'intéresser sur le service bus. Ouais. Bon, on va peut-être rentrer dans une démo. Ça sera peut-être le plus simple. Alors, je crois que c'est pas la première fois aujourd'hui que vous le voyez. On est sur Azure. Sur Azure, pour pouvoir créer une nouvelle queue, rien de plus simple, vous allez faire la demande de créer un nouveau service. Donc, je ne sais pas si on voit correctement la page parce que je ne la vois plus, mais donc voilà. Et ici, on va simplement rechercher Service Bus. Et dans le Service Bus, enfin dans le Marketplace, on va trouver le template pour le Service Bus. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mon PC n'est pas très rapide, mais ça va faire l'affaire. Ta connexion Internet qui n'est pas très rapide. Bah, elle est utilisée aussi pour envoyer ta vidéo. Et évidemment, ça diminue un petit peu les capacités. Mais c'est pas grave, si jamais ça te prend trop de temps, on a un backup. Ouais, voilà. Alors, le service bus, il est pas. Où est-ce qu'il est caché? Bon, je vais le créer moi-même manuellement. Il doit être quelque part. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas directement? Ça, c'est une bonne question. Recently created. Il n'existe peut-être plus. Non, ils l'ont retiré pendant la nuit. Ouais. Donc, je vais directement l'emmerder avant la démo, quoi. Voilà. Je vais aller directement dans ce que j'ai fait pour pouvoir le faire, pour pouvoir aller plus vite. C'est vrai que l'Azure n'est pas très rapide aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai une ressource groupe, je vais faire un add. Si je recherche service bus ici, est-ce qu'il va être plus gentil avec moi? Service, ça va pas aider. Queue. Sinon, en attendant, j'ai la possibilité de montrer une petite démo qui va expliquer aussi le pourquoi on a besoin de mettre ça. Et que en gros, ça devrait quasiment être une obligation hein, dans tous les systèmes. Tu peux le faire, ça me ferait plaisir. Ainsi, j'ai le temps de pouvoir afficher ça. De regarder ça. Ah bah non, tu n'auras pas le temps parce que j'ai besoin de ton PC. Ok, bah, je vais proposer alors de passer cette partie de création. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'apparaît plus dedans. Sinon, vous faites une recherche effectivement sur service bus et vous allez avoir les queues qui vont apparaître. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'apparaît plus. Et donc, lorsque vous allez créer votre queue, la première chose qu'il va vous demander, c'est classiquement comment est-ce qu'on va pouvoir accéder à votre queue. Donc là, à ce moment-là, vous allez venir donner un nom. Donc ici, je vais prendre celui qu'on a créé en backup, qui s'appelle VACD2-prod. Et vous allez lui donner, vous allez créer donc ce qu'on appelle un service bus namespace. Donc c'est celui qui va contenir toutes vos queues et vos topics. Alors ici, moi j'en ai créé un en France centrale. J'ai mis ça dans une ressource groupe qui s'appelle VACD2. Comme l'a expliqué plus tôt l'un de mes collègues, c'est pour pouvoir supprimer plus rapidement plus tard. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir choisir le pricing tier.
Alors, le pricing tier, il va vous permettre d'avoir 3 types possibles. Le basique, le premium et le dernier, c'est le standard. Qu'est-ce qui va varier dedans? C'est surtout les possibilités. Donc, quand vous êtes en basique, vous avez droit maximum qu'à 256K pour le message. Les performances processeurs vont être partagées. Vous n'allez pas être directement sur un processeur tout seul, donc vous allez un peu partager. Si vous n'avez pas des grosses demandes ou vraiment un besoin important, c'est pas trop difficile. C'est pas important. Pardon. Vous pouvez partir vers le basic. C'est normal que ce soit 668 $ ou euros, enfin peu importe. Oui, le premium est très cher. Okay. Mais par contre, vous êtes c'est celui-là que tu as choisi, quoi. C'est ça. Microsoft nous offre des crédits, j'ai profité que Microsoft nous les offre pour pouvoir les utiliser. C'est juste pour faire peur à tout le monde, quoi. Parce que si on ne veut pas faire peur vraiment, il faut savoir que si on prend vraiment les éléments basiques et qu'on commence à faire des développements, ça coûte on le voit d'ailleurs, que quelques cents. Hein. Je crois que c'est 50 cents si on voit sur le basic qui est là-bas, voire 10 € par mois, quoi. C'est ça. Dans ce cas-ci, par million de messages, par mois, c'est 5 centimes. Donc, par million de messages. Par million de messages, ouais, c'est ça. Ici, la différence entre le basique et le standard, c'est que les topics ne sont pas disponibles. Donc, si vous avez besoin des topics, vous pourriez passer vers le standard. Là, pour 12 500 000 messages, c'est 10 € par mois. Donc, en général, c'est quand même déjà suffisant pour avoir un système de queuing complet pour une entreprise, quoi. Effectivement. Et donc, par rapport à ça, une fois qu'on a créé notre queue, on arrive sur le service bus Namespace, qui va vraiment être le conteneur et qui va nous offrir le hostname. Comment on va pouvoir attaquer le service bus. On va aussi avoir des différentes overviews, certaines métriques par rapport à notre serveur, par rapport aux messages qui sont arrivés ou non. Ici, j'ai fait des tests pour savoir que tout fonctionne encore ce matin. Tout fonctionne. En tout cas, la démo, au moment où je l'ai fait fonctionner. Donc, on voit bien que les métriques sont présentes dessus. Et j'ai les queues ou les topics qui sont disponibles dedans. Donc, pour pouvoir créer une queue, rien de plus simple, vous allez dans l'overview. Ici, vous avez queue. On peut créer une queue. Et donc, pour créer la queue, vous allez mettre le name, demo queue2 par exemple. Vous allez mettre la taille. Donc, vous pouvez limiter la taille si vous voulez. Ça a un impact par rapport au prix, mais pas aussi important que d'avoir des messaging units dans ce cas-ci. Vous allez pouvoir aussi définir, comme Denis a dit, le temps maximum de vie d'un message. Donc ici, il est placé à 14 jours dans ce cas-ci. Et le log duration. Donc le log duration, c'est pour dire combien de temps un message peut être retenu par un subscriber. Donc dans ce cas-ci, tu dis ? Par le client. Par le client, exactement. Donc le client va l'avoir pendant un certain laps de temps. Donc ici, moi, j'ai fixé à 30 secondes le lock. Enfin, par défaut, c'est 30 secondes. On peut le mettre à plus ou moins, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire. Et donc, par rapport à ça, pendant les 30 secondes, si le message n'a pas été acquitté, donc on n'a pas vraiment un acknowledgement qui a été fait par le client, à ce moment-là, le message va retourner dans la queue automatiquement en disant « il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, mais je redonne le message ». Et après un certain nombre de fois où ça s'est planté, par défaut, c'est 10. C'est dans les autres paramètres, une fois que la queue a été créée, qu'on va pouvoir le définir. Mais le message va partir dans un date letter queue, ce que Denis vous a expliqué tout à l'heure. Et on peut aussi, parce que par défaut, ce n'est pas le cas, si le message expire, on peut lui dire que lorsque le message expire, on va le mettre aussi dans la date letter queue. Un avantage que l'on peut avoir avec les queues, c'est qu'on peut aussi avoir une option de duplication detection. C'est-à-dire que si vous envoyez 2 fois le même message dans la queue et que le message n'a pas été traité dans un laps de temps, donc ici, on a une window qui a été faite, le message ne sera pas ajouté. Donc, c'est-à-dire que si on a l'ID 001, on envoie le message ID 001 et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui envoie l'ID 001. Le message, c'est un doublon. Le premier message n'a pas été traité, donc par rapport à ça, le second message ne va pas être ajouté dans la boucle. C'est très intéressant si on veut faire de l'idempotency, donc si on veut éviter d'avoir des doublons lorsqu'on veut faire des traitements. Et enfin, on peut faire les sessions. Je n'en parlerai pas maintenant parce que c'est quelque chose d'un peu plus compliqué à discuter. Donc, j'ai déjà créé une queue qui s'appelle Demo Q1. Je vais vous montrer ici. Donc, si je viens dans Demo Q1, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une machine qui est très lente. Donc, j'ai la queue qui se trouve ici. Et ici, je vais avoir toutes les statistiques de cette queue. Donc, je vais avoir actuellement 30 messages qui sont sur la queue, toujours en mappant le max size que j'ai. Aujourd'hui, avec 30 messages, maintenant, ça me fait à peu près 5,1K pour tous les messages ensemble. Donc, ce n'est pas très grand. Une fonctionnalité qui est assez intéressante que Microsoft Service Bus nous offre, Azure Service Bus, pardon, c'est qu'on peut aussi faire du schedule message. Donc, ça veut dire qu'on peut planifier dans le temps, dans le futur, des messages, en se disant que j'ai pas forcément besoin aujourd'hui que les messages soient traités tout de suite, mais qu'ils peuvent être traités demain, après-demain, à la fin du mois.
C'est souvent le cas si jamais vous voulez faire de l'administratif avec l'établissement des factures à la fin du mois. Donc, vous allez remplir une queue avec toutes les factures qui ont été réalisées. Et à la fin, par exemple, le 31, il y a un client qui est l'émetteur de toutes les factures qui va commencer à les envoyer une par une. On va aussi avoir la possibilité de voir les messages, le nombre de messages dans la dead letter. Aussi, les messages qui ont été transférés, que ce soit par un transfert par filtering, parce qu'on peut faire du filtering si on le souhaite, ou alors, comme on l'indique ici, parce qu'il est passé de dead letter queue de la queue normale à la dead letter. Au niveau de la sécurité, on peut venir ajouter, donc pour pouvoir se connecter à cette queue, on va devoir ajouter une sécurité. Donc, on va faire un shared access policy et on va venir lui donner, par exemple, un test. On va lui dire quelles sont les capacités de cette clé, donc de ce SaaS policy. On peut lui dire manage, donc ça lui permet vraiment de tout faire, de tout gérer sur cette queue. On peut le restreindre à juste écouter ou simplement à envoyer des messages. Ça va vous permettre de pouvoir créer des composants. Donc, tout à l'heure, Philippe Didier-Georges et Christophe ont parlé de microservices. Mais vous pourriez imaginer une stratégie avec des services qui ont des accès uniquement en lecture sur cette queue et d'autres en écriture. Ça va vous permettre de vraiment faire une séparation entre les droits de chaque application. Donc, je vais pouvoir, par exemple, créer un nouveau SaaS token qui s'appelle test. Et lorsque je vais cliquer dessus maintenant, j'ai la possibilité de voir la primary key qui a été créée, la secondary key, tout en sachant que ces clés, il faut les garder en sécurisé parce que c'est des clés qui sont uniques. Il n'y a pas de sécurité liée à un changement de mot de passe et autres. C'est cette clé-là qui va fonctionner tant que la policy va être créée. Et Azure, et ça c'est sympa pour nous donner aussi une connection string complète avec le endpoint SB pour service bus, le nom de ce qu'on avait tout à l'heure, le vacd2-prod.servicebus.windows.azure. Il va nous permettre de donner aussi d'autres informations comme le nom de la clé, le shared access key, et là, il va nous donner la clé complètement. Une autre fonctionnalité assez intéressante quand on est dans les queues, c'est de pouvoir utiliser le Service Bus Explorer. Même s'il est en preview, cette fonctionnalité est super intéressante parce qu'elle va vous permettre de pouvoir tester votre queue. Donc, encore une fois, la machine est très rapide. Donc, ici, j'ai 30 messages qui ont été créés. Je vais pouvoir, par exemple, rajouter un nouveau message. Donc, je vais rajouter un message. Il va pouvoir me donner le content type. Comme Denis l'a dit tout à l'heure, les messages sont envoyés de façon binaire. Par contre, ce qui va se passer, c'est que l'outil qui est ici, le Service Bus Explorer, va nous permettre de pouvoir gérer ce binaire pour nous. Donc, si je viens faire, par exemple, j'ajoute business, enfin, je vais faire quelque chose d'un peu plus sympa, hello VACD, je vais vouloir envoyer le message. Si je fais send, le nombre a augmenté. Il a été incrémenté de 1. Et donc, si je viens maintenant dans receive, je pourrais venir récupérer le message, récupérer un message. Donc ici, je fais receive et je vais récupérer un message, tout en sachant que le message, c'est sûrement pas le dernier, et c'est pas celui qu'on a envoyé parce que, il s'appelle 18 ici, parce que c'est du FIFO. C'est first in, first out. Donc dans ce cas-ci, le message qu'on voudrait avoir, ce serait le numéro 30. Et alors ici, il faut savoir que dans cette partie receive, c'est, comme Denis l'a expliqué, il y a plusieurs façons de pouvoir prendre un message. L'une des façons, c'est receive and delete, c'est qu'à chaque fois que le message va être reçu, il va être automatiquement délité. Donc, dans ce cas-ci, ça va avoir un effet destructeur sur la queue et le message va être perdu. Donc, celui qu'on avait tout à l'heure, le 18, il n'est plus là. Maintenant, si je fais ça à nouveau, on voit qu'on est passé à 29 et là, j'ai plus le 18, mais j'ai 17. Et si je vais dans le pic, par contre, là, c'est juste de pouvoir venir voir le contenu du message sans forcément le prendre. Donc, ici, je vais faire un pic. Il me fait la même chose. Donc là, il a pris tous les messages parce qu'il a vu que je pouvais en prendre 32. Il est gentil, il m'en a pris 32. Si je prends le dernier qu'on a créé tout à l'heure, eh ben, c'est hello VACD. Parce que c'est le message. Et donc, par rapport à ça, je peux encore aller plus loin avec l'outil et c'est de voir que j'ai le delivery count. J'ai la possibilité de voir quand ça a été mis dans la queue, le numéro de séquence, le message ID ou d'autres informations privées qu'on aurait créées nous-mêmes. Donc, voilà. Est-ce qu'on ferait un petit exemple pratique? Ouais, je pense que c'est le mieux. Je vais juste montrer un dernier truc pour la démo qui est important, c'est que je vais utiliser un SaaS qui se trouve au niveau du namespace, du service bus namespace et pas au niveau de la queue. Simplement, si je pouvais le reprendre dans différents exercices, dans différents exemples pour ne pas avoir des chipotages à faire. Dans ce cas-ci, Microsoft en crée une par défaut qui est là. Vous pouvez la supprimer nativement aussi et j'ai repris cette clé ici que vous allez voir après. Bon, par contre, Denis. Oui. Je pense que tu m'as parlé d'un problème récemment. Alors voilà, moi je voulais simuler un problème qui est un problème qui arrive, même si vous ne le savez pas, chaque fois que vous avez un site web. Donc je te laisse peut-être remettre le... Je te laisse donner
si tu peux remettre le... Voilà, c'est ça, la console. Donc, on a créé ici... Attends, je vais reprendre la main sur le PC. Voilà, donc on a ici un petit dossier qui contient deux projets, un projet serveur et un projet de test de charge, load test. Test de charge va être assez limité parce qu'on va uniquement essayer de limiter à quelques éléments. Ici, ça serait une vingtaine. Mais c'est quoi le principe? C'est, on a un serveur. Le serveur, si je vais voir dans son code, c'est tout simplement un serveur web, un mini serveur web. C'est-à-dire, en gros, j'ai juste fait un .NET New et j'ai demandé de créer un serveur de type Kestrel. Mais en termes de configuration, j'ai juste été rajouter une ligne pour ne pas utiliser les paramètres par défaut. Je vais revenir tout de suite. Et cette ligne que je suis venu rajouter, c'est simplement ici le Max Concurrent Connection. Et je lui ai dit, le petit serveur web qui est ici en local, qui s'appelle donc serveur, ce petit serveur, tu acceptes maximum 20 connexions simultanées. Si c'est une 21e connexion qui arrive, ben tu renverras un message d'erreur au client en disant désolé, il n'y a plus de place, il faut attendre, attendez qu'il y en ait une qui se libère. Et donc, dans ce cas-ci, on vient vraiment à simuler des petits serveurs, ou alors en tout cas des grands serveurs qui pourraient avoir des milliers de requêtes, mais on vient à faire une zone de test pour avoir un sandbox pour pouvoir montrer un exemple. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que cette limitation, elle existe partout, même dans Azure. Forcément, les systèmes ne sont pas illimités. Donc, si on prend en général un serveur web standard, il est par défaut limité à peu près à 350 connexions simultanées. Donc, vous aurez 350 requêtes que vous pouvez traiter. Si la requête prend 3 minutes à être gérée ou prend 3 secondes à être gérée sur le serveur, bah, forcément, ça va limiter un petit peu les accès. Donc, potentiellement, tout le monde peut avoir ce genre de problème. Et côté client, ben, on va faire un petit test de charge, c'est-à-dire on va simuler via... Alors oui, côté serveur, j'ai pas dit, on a créé un petit contrôleur, donc une web API. J'ai juste repris celle, la weather forecast de base, et j'ai simplement été ici demandé de appeler une méthode qui s'appelle SaveData, qui se trouve derrière une API save / et un numéro d'index, et ça me permettra juste d'afficher le numéro d'index. Donc le serveur, il est con comme la lune, on va lui envoyer des données et il va simplement les afficher les unes à la suite des autres en mettant un temps d'attente d'à peu près 1 seconde entre l'enregistrement, le début de l'enregistrement et la fin de l'enregistrement. On simule ainsi en quelque sorte une mini base de données en local. Et côté client, on se retrouve dans le programme, ben, je fais une simple boucle, mais une boucle en utilisant les processus de task, donc une boucle en utilisant des process asynchrones, et je vais lui dire de travailler dans un premier temps avec, par exemple, 10 tâches simultanées. Je ne vais pas aller au-delà de 10. Donc je modifie, je mets 10 et je sauve. Je vais de ce côté-ci créer ici, alors Adrien me disait que je peux créer un deuxième en appuyant sur la touche Alt, pour en avoir 2 ici, c'est magnifique, un au-dessus, un en bas. Donc je vais aller dans la partie serveur ici au-dessus et faire un .NET Run pour démarrer mon serveur. Et dans la partie cliente, load test, pendant que le serveur démarre. Voilà, la partie cliente, je vais juste donc demander d'en avoir 10. J'attends que le serveur ait démarré. Ça prend quand même un peu de temps. Voilà, le serveur est démarré et il écoute sur le port 5000. Et donc je vais faire la même chose ici. Je vais démarrer mon petit poste client qui va se connecter sur ce serveur, faire un appel, on le voit à droite, getAsync sur cette adresse HTTP localhost 5000. Et il va demander, donc envoyer une demande de simulation en quelque sorte de sauvegarde de données. On va voir qu'a priori, ici, tout devrait se passer correctement. Du moins, si le serveur et si la machine répond. La machine, elle est sur le cul, j'ai l'impression. Oui, t'as quoi comme PC, toi? T'as un Pentium? Je peux pas le dire. Oui, c'est ça. C'est une machine de guerre qui ne tourne plus. Ah, voilà. C'est ça, voilà. Donc voilà. Donc là, il a envoyé les sauvegardes. Alors avec le petit délai ici du PC, on l'a pas trop vu, mais donc il a commencé par exemple à recevoir l'ID numéro 4 et il l'a sauvé correctement après les avoir tous reçus, puis le 8, puis le 7 et ainsi de suite. Ça marche bien quand j'ai peu de données, moins de 20, on l'a compris. Si par contre je mets plus que 20 données, ben, je vais avoir une erreur pour le serveur. Le serveur va me dire désolé mon petit gars, ça marche plus. Oula, c'est pas cette commande-là, c'est un .NET Run pour exécuter le poste client. Et là, ben, il va refaire exactement la même chose, toujours avec la limitation des 20 éléments côté serveur. Mais ici, évidemment, on va se retrouver avec un message d'erreur qui va me dire les 20 premiers, OK, et puis le 21e, bouf, ça tombe dans les choux. Du moins, c'est ce qu'il devrait afficher. Hop, voilà. Il fait les complete, et voilà. Donc, je reçois une exception, forcément ici, elle n'a pas été gérée côté client, une exception C# qui me dit « J'ai fait un envoi, mais le serveur, il m'a dit désolé, j'ai pas pu enregistrer plus de 20 données. » Et on le voit bien sur le serveur, on a été jusqu'à un maximum de
datasafe numéro 20, le 21e, il n'existe pas dans la liste. Il était entièrement refusé. Donc, ce qu'on voudrait, c'est, on ne veut pas augmenter la puissance de la machine indéfiniment, la machine serveur. On voudrait utiliser le système de queuing pour laisser au serveur le temps de sauvegarder ses données. Donc ici, ça dure 1 seconde. On veut lui laisser le temps, mais de ne pas faire planter l'application, de mettre l'application en résultat en disant « Ok, j'ai bien reçu ta demande de sauvegarde, je vais prendre le temps qu'il faut et je te renverrai des informations éventuellement dans quelques secondes, voire plusieurs minutes si c'est nécessaire. » Exactement comme Facebook le fait lorsque vous postez un message sur le réseau. Il faut attendre parfois quelques secondes en fonction de la surcharge du système. Et donc là, je te donne la main, Adrien, tu vas peut-être pouvoir nous solutionner tout ça. Moi, je te donne le problème. Et donc, comme ça, tu peux me résoudre le problème. Et là, je vais être honnête avec toi pour aller plus vite. J'ai déjà résolu ton problème. C'est de la triche. Ah, mais c'est parce que c'est l'effet démo. J'ai pas envie de commencer à perdre trop de temps. Ouais, et puis on va gagner du temps. On va pas commencer. Le but, c'est pas d'écrire du code non plus en permanence. Exact. Donc, tu vas nous montrer ce que tu as fait en termes de création de queue. Et donc, oula, j'ai 2 fois le load testing. J'ai bien mis API. Ça ira mieux si je mets API. Voilà. Donc, je reprends ce que tu as fait, Denis, et j'ai rajouté le service queuing. Donc, comment est-ce que je rajoute ça? Je vais simplement rajouter un nouveau nugget. Donc, le nugget qui est Microsoft Azure Service Bus. Il faut savoir que ici, on s'est limité à du .NET parce que c'était plus facile et plus rapide pour nous mettre ça en place. Mais par contre, vous pouvez aussi faire ça avec du Python, du Java, du Node.js, du PHP. Pas mal de technologies existent et comme Denis l'a dit, si jamais vous voulez aller plus loin, c'est de la MQP au niveau du protocole de base, mais il y a aussi la possibilité d'utiliser de l'HTTP. Donc, vous pourrez utiliser les deux. Alors, il faut juste faire attention, si vous êtes dans le monde du .NET, vous avez la possibilité d'utiliser 2 SDK possibles. Le Windows Azure Service Bus, qui lui va contenir toutes les parties liées au Service Bus, mais aussi Event Hub et Relay. Par contre, celui-ci, c'est l'ancienne version qui est disponible pour le minimum .NET Framework en 4.6.2, mais qui n'est pas compatible avec .NET Core et .NET Standard. Il y a une nouvelle version qui existe, qui s'appelle Microsoft.Azure.ServiceBus, qui est en version 4.1.3, qui permet de pouvoir être en .NET Standard, donc compatible à la fois, vu que c'est en 2.0, en Framework, et aussi en .NET Core, et aussi dans .NET 5, qui va arriver prochainement. C'est celle-là qu'il faut utiliser. C'est effectivement celle-là qu'il faut utiliser. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Ici, j'ai simplement changé ton code pour venir dire, OK, je veux bien sauver ton résultat, mais je vais l'envoyer ça sur le queue service qui est ici pour l'envoyer sur un queue. Donc, comment ça se passe? Je vais envoyer ça sur un queue. Comment on fait? Je vais simplement, dans mon queue service, venir définir, je vais retirer ça pour que c'est plus lisible, différentes constantes. Donc là, ici, je vais définir le service bus connection. Oui, c'est pour dans la démo, il faut mettre ça normalement dans le app-config ou dans le service configuration.json. Je vais donner le queue name, donc dans ce cas-ci, c'est demo queue, et je vais créer, lors de la création de mon service, un nouveau queue client qui va avoir besoin du queue name et du service connection pour pouvoir fonctionner. Et une fois qu'on est là, à chaque fois que je vais demander d'envoyer un nouveau message, je vais créer un nouveau message. Je vais le faire en binaire en utilisant l'encoding UTF-8 et je vais utiliser la bibliothèque SDK qui a été mise en place pour faire simplement un queueClient.sendAsync. Il est aussi possible, si on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'utiliser les schedule message si jamais on veut le faire dans le futur. Donc là, je peux dire que je veux le faire dans 20 jours, mais ce n'est pas le nécessaire pour ce besoin. Alors, si je le fais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va simplement, si je peux éventuellement le faire, il va simplement se mettre en route et il va envoyer des messages pour pouvoir les mettre sur la queue. Donc, on passerait de 29, si je me souviens bien, à ici, il y en a 30 de messages. Je crois que c'est ça que tu envoies, Denis, au niveau de ton load. 30 messages, oui. 30 messages. Et donc, bon, je vois que le temps passe. Et donc, par rapport à ça, vu que la machine n'est pas des plus rapides, je vais vous montrer comment fonctionne le resaver. Et donc, au niveau du resaver, si je veux faire en sorte que ça fonctionne correctement... Oh, il y a tout qui plante. Je regarderai après ce qui se passe. Ça, c'est l'effet démo à 100%. Donc, au niveau du resaver, comment ça se passe? Ici, j'ai juste fait une application console qui va tourner et qui va, lorsqu'on va démarrer l'application, venir créer un nouveau client à nouveau et qui va s'enregistrer. Donc, ici, register on message handler and receive message. Donc, lui, il va s'enregistrer comme receveur de cette queue. Donc, là, le code n'est pas très compliqué. Donc, là, je vais avoir un queue client. Je vais utiliser la méthode register message handler. Je vais lui donner en premier paramètre une méthode asynchrone, une task, pour pouvoir traiter le message. Et la deuxième, c'est la partie liée aux différentes options par rapport au message. Donc, dans les options, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un objet
qui va définir si jamais il y a une exception qui se passe, comment on va gérer cette exception, et aussi certains paramètres par rapport au client. Donc, on va pouvoir dire aussi, je veux avoir un certain nombre de réception de messages en parallèle. Donc, je peux aller de 1 à 2000, je crois, c'est le maximum. Et je peux faire un autocomplete, c'est-à-dire que dès que le message est fait et que la méthode process message async est terminée, il va automatiquement acquitter le message en disant « Moi, je m'en suis occupé, c'est bon, tu n'as plus besoin d'aller ». Qu'est-ce que je vais faire dans le process message async? Je vais simplement refaire la même chose qu'on a fait de l'autre côté à l'envers. Je vais simplement décoder le message qui a été encodé tout à l'heure. Donc, je vais récupérer le string d'un UTF-8. Je vais l'afficher pour simplement dire hey, « ça, je l'ai reçu ». Je vais faire le traitement que Denis a fait pour sauvegarder ces données de façon très difficile, un système thread avec 1 seconde, et puis après, je vais afficher simplement un message. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans le bon, le 3, l'autre test, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit ici? Les messages, ok, on s'en fout. Je vais essayer de faire le resaver, le lancer en tout cas. Je vais faire un .NET Run pour récupérer les messages. Donc là, l'envoi des messages, en tout cas, a fonctionné. Ah, Denis, t'es pas gentil avec moi. Non. Le serveur, il continue à tourner. Ah oui, moi j'ai mon serveur de l'autre côté. Si je refais tourner le serveur... Okay. Donc... Oui, il y avait 2 serveurs qui coûtent sur le port 5000. Ça n'aide pas non plus. Bah, donc ici... Effectivement. Ici, le receiver, donc ici je suis dans le receiver queue, lui a bien reçu les messages, dont notre message Hello VACD. Si je renvoie des messages maintenant, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que le load testing qui se trouve ici va envoyer des messages dans l'API serveur qui se trouve ici, et l'API, il va envoyer ça sur la queue, et la queue va recevoir, enfin, il y a un client derrière la queue qui est ici, qui va recevoir les messages. Que voilà, il les a reçus. Donc, la démo fonctionne. Si on veut aller plus loin, on pourrait utiliser le date-letter queue. Malheureusement, je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais juste vous montrer le code pour y arriver. Au niveau de la date-letter queue, je n'aime pas avoir du rouge, donc je vais faire ça. Voilà. Comment ça se passe? C'est que on va venir lui dire, à la place de faire un autocomplete, on va lui dire, tu ne fais pas d'autocomplete parce que je vais m'en occuper moi-même en tant que programmeur. Et je vais lui dire que si le message est valide, tu vas traiter le message. Et tu vas à la fin faire un complete async en disant tout s'est bien passé en lui fournissant un paramètre qui est le lock token. Par contre, si ça s'est mal passé, tu vas simplement dire écoute, moi ça n'a pas fonctionné, je vais faire un abandon. Et là, à ce moment-là, Service Bus est assez intelligent pour le mettre directement dans la date-letter queue et de pouvoir le mettre dedans. Et au niveau de la date-letter queue, on va faire la même chose. Si on veut aller récupérer le contenu de la date-letter queue, je vais y arriver. On va simplement refaire un client de notre queue. La seule particularité en plus, c'est qu'on va venir lui mettre un slash $date-letter-queue pour spécifier qu'on est sur la date-letter-queue de notre démo queue. Et on va simplement faire le traitement comme ici il devrait être fait. On mettra le code sur GitHub et on le partagera avec vous. Simplement, dans l'exemple qui est ici, ce que j'ai fait, c'est que je viens simplement à dire que si le message est un message pair, il va être traité, il est valide dans ce cas-ci, le contenu du message est valide, et donc je vais le traiter. Si jamais il est impair, à ce moment-là, je vais le mettre dans la date-letter queue. C'est l'exemple qui a été fait. Et donc, je vous enverrai le code, enfin, je le mettrai sur GitHub et vous pourrez le voir sans problème. Là, c'est parce que tu essayes de gérer des exceptions, on va dire, de type un peu manuel, mais il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il y a le moindre problème, Microsoft envoie de toute façon le message dans la date-letter queue. Les messages ne sont évidemment jamais perdus. C'est le grand principe d'un système de queuing. Vous mettez un message à l'entrée, à la sortie, il est utilisable par le client. Si le client n'a pas réussi à le connecter, à le traiter comme il fallait, il va être envoyé dans la date-letter queue pour dire il y a eu un problème. Et tu as montré l'exemple tout à l'heure via les interfaces graphiques. On a la possibilité aussi de venir visualiser via Azure la possibilité de lister un petit peu tout ce qui se passe au niveau des queuing. Donc même si on n'a pas d'outils de visualisation, on peut faire un système de pic pour aller voir un peu les messages qui se trouvent dans la date-letter queue directement via le portail Azure. Exactement. Tu as bien résumé le schmilblick, comme d'autres personnes diraient. Oui, comme Coluche disait. Exactement. Je ne sais pas le dire parce que je ne sais pas s'il y a des anti-Coluche ou des pro-Coluche. On n'est jamais à l'abri. Je préfère faire. On n'est que nous deux, donc on s'en fout. Il n'y a que toi et moi. Donc on parle de Coluche si on a envie. Ça marche. Donc, si on veut aller un peu plus loin, on a parlé tout à l'heure de Event Grid, Event Hub, des services bus, mais on pourrait mixer ensemble ces différents services et donc d'avoir vraiment un système qui soit représentatif, mais pas qui soit représentatif, mais qui soit robuste par rapport à l'architecture que vous voulez mettre en place.
On n'ira pas plus loin dans l'architecture parce qu'il y a d'autres sessions qui font ça mieux que nous, mais sachez qu'il est possible de pouvoir utiliser un service bus pour attaquer je recommence. Il est possible qu'un Azure Function puisse être triggeré par un service bus, mais aussi avec des event grid et autres, et pouvoir rediriger des messages sur différents systèmes pour pouvoir y arriver facilement. Une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, qui se trouve uniquement dans le standard ou dans le premium, c'est les topics. Comme Denis l'a expliqué, le topic, ça vous permet réellement de pouvoir envoyer un message sur un topic, et derrière, il y a comment ça se passe la machinerie, c'est que vous avez plusieurs queues qui vont être derrière, c'est ce qu'on appelle des subscriptions dans ce cas-ci, et vous allez avoir des clients qui vont écouter à ces subscriptions et qui vont vous permettre de pouvoir vraiment se mettre en tant que client et donc d'avoir le même message pour plusieurs subscriptions. 7 minutes, me dit Maud. C'est cool. Alors, pour aller plus loin, si on voudrait aller penser un peu plus loin au niveau de mettre ça en place dans une architecture d'entreprise, dans des projets, que ce soit pour des startups ou pour des petits projets ou des grandes entreprises, il faut, et c'est important, d'établir une bonne gouvernance. Il faut pouvoir mettre des naming conventions par rapport aux services bus qu'on veut mettre en place, que ce soit pour le nommage des queues ou des subscriptions, parce que au niveau d'Azure, c'est juste des strings au final. C'est juste que vous allez utiliser un client différent par rapport à ce que vous voulez faire. Grâce au SDK, c'est plus facile de voir que c'est un topic client ou un queue client, mais si vous utilisez l'HTTP, c'est beaucoup plus abstrait à ce niveau-là. Donc, c'est important de pouvoir le voir. Aussi, c'est de pouvoir utiliser des bons patterns. Denis l'exprime depuis tout à l'heure, c'est le pattern de producer et receiver. C'est vraiment quelqu'un qui va envoyer un message, mais vu qu'on est dans une infrastructure, une architecture qui est déconnectée, parce que quand on envoie un message, on n'aura pas l'acknowledgement facilement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement qu'on va envoyer un message sur une queue et on va s'inscrire à une autre queue pour recevoir un événement pour savoir si ça s'est bien fait. Et donc, au niveau architectural, comment vous allez peut-être penser ça au niveau de l'expérience utilisateur? C'est que vous allez simplement, comme Facebook le fait, c'est d'inscrire un message en disant soit votre message a été pris en compte, on va bientôt le traiter, ou simplement on affiche le message. Et si jamais il y a une erreur qui se passe, on affiche l'erreur en disant finalement on a cru qu'on avait pu envoyer ton message, mais on n'a pas pu. On n'a pas réussi, voici la raison de l'erreur. C'est ça. Ça donne une expérience utilisateur, en tout cas graphique, nettement plus intéressante plutôt que de lui dire « Attends, je suis en train de le sauver, reviens dans 3 minutes une fois que c'est fait. » quoi. Exactement. Alors, le dernier point que j'aimerais remettre un peu en avant, c'est d'utiliser Poly, qui est un outil en .NET Core, vraiment une bibliothèque en .NET qui est une bibliothèque assez intéressante parce qu'elle vous permet de faire pas mal de choses et de ne pas redévelopper la roue à chaque fois. Et dedans, il y a une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est la retry. Il faut savoir que Service Bus, comme d'autres services, quand vous êtes dans un mode SOA, Service Oriented Architecture, vous allez appeler un autre service, mais vous n'êtes pas certain que le service va être présent, va fonctionner. Et grâce à Poly, vous allez pouvoir développer le retry policy, donc vraiment une politique de retry en se disant, OK, si je n'ai pas réussi à joindre le service externe, je vais réessayer dans un certain laps de temps. Et donc, vous allez augmenter votre possibilité d'être robuste, vraiment votre la robustesse, je ne sais pas si ça se dit, de votre application, en s'assurant que à la fois votre application est en mesure de pouvoir envoyer le message, et si la personne qui est derrière le message, donc ici le service bus, n'est pas disponible, mais il va réessayer, il ne va pas laisser tomber en disant il y a une exception, je vais réessayer pour être sûr que le message va être traité. Et c'est grâce à Poly, en tout cas, ou soit vous le faites manuellement, ou vous pouvez utiliser Poly qui fait ça super bien pour vous. C'est thepolyproject.org si vous voulez utiliser la bibliothèque. Ouais. Ah, le prix. Parce que tout le monde n'est pas aussi riche qu'Adrien avec des trucs à 860, c'est ça 680, je sais plus. C'est 660 ou 860. C'est lui qui a le piano, en fait, derrière. Il ne le montre pas, mais... Exactement. Moi, j'ai une guitare derrière moi. Moi, je le piano. Et c'est pas moi qui joue de la guitare. Alors, vous avez 3 pricing tiers pour Service Bus. Le Basic, qui est presque gratuit. Ça dépend un petit peu de combien de messages vous allez mettre en place. Avec une limitation plus importante sur la message size. Dans ce cas-ci, vous êtes limité à 256K. Les topics ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas regarder si les messages sont il y a des doublons dans les messages. Vous ne pouvez pas utiliser des forward to ou des send via. Donc ça, c'est vraiment du filtering pour se faire passer ou de forwarder si jamais il y a des contenus particuliers dans le message. Mais vous pouvez l'utiliser en standard. Donc ça, c'est l'avantage. Au niveau du standard, vous restez dans la même politique au niveau de la taille des messages, mais les topics sont disponibles et pas mal de choses, de fonctionnalités intéressantes sont mises en place en plus. Et dans le premium, et c'est là que ça coûte le plus cher, mais c'est là où il y a le plus d'informations très intéressantes, c'est que le basic et le standard ne permettent pas, si jamais
et ça n'est jamais arrivé, j'espère que ça n'arrivera jamais, que Azure tombe dans la région dans laquelle vous êtes en train d'utiliser. Mais grâce au Premium, vous allez avoir une Geo-Disaster Recovery qui va vous permettre de pouvoir dupliquer automatiquement. Et ça, c'est de façon transparente pour vous. Vous avez juste besoin de faire la configuration au départ, de vous dire, OK, je fais la duplication avec 2 sites en même temps. Donc, s'il y en a un qui tombe, l'autre est là pour reprendre la charge. Et c'est totalement transparent pour tout le monde. Même dans un autre pays, quoi. Ça peut être intéressant si on est plus des grosses entreprises et qu'on a de l'IoT, par exemple, avec des tonnes de données qui doivent arriver. Bah, il faut évidemment qu'elles arrivent et qu'elles ne soient pas perdues n'importe où. Donc, si un serveur et un data center ne répondent pas, il faut qu'ils puissent switcher automatiquement sur un autre. Je pense au système de ticketing pour aller au concert virtuel, finalement, de Tomorrowland, qui a été pris d'assaut grâce à, je suppose, et j'ose espérer qu'ils ont mis cette architecture en place, un service comme ça de pouvoir utiliser un découplage entre le système de paiement et la génération des tickets. Il n'y a pas eu de charge au niveau des générations de paiement, mais la génération de tickets a pu générer des tickets bien après. Et ça, c'est l'avantage aussi du queuing, de cette architecture au niveau du queuing, c'est que le client, il n'est pas obligé d'être runtime tout le temps. Il pourrait être runtime, par exemple, si on prend sur une semaine, il ne pourrait être runtime qu'une journée ou 1 heure sur une 24 heures. Vous n'utilisez que le client quand vous en avez besoin ou quand vous pensez en avoir besoin. Et donc, ça va vous permettre réellement de pouvoir faire des économies. Si on prend le modèle que vous allez générer des requêtes, des messages dans une queue et que le client n'est disponible qu'1 heure par jour, 24 heures, sur 24 heures, vous faites des économies de 95% sur votre facture Azure. 95%. 95%, ouais. 95 95. Ah oui, c'est vrai, c'est français. Bah... Ou alors Octane 5, je ne sais pas s'ils disent comme ça. Non, 95. Et donc, il faut vraiment, si vous êtes sur Azure, il faut penser au niveau aussi d'utilisation. Vous avez pas mal d'outils sur Azure qui vous permettent de vraiment de calculer quel est le coût nécessaire que vous avez besoin. Par exemple, si vous allez trop loin, vous avez pris des pricing tiers qui sont trop hauts, Azure va vous donner des conseils, des advice pour vous dire je pense que ça, tu pourrais réduire parce que tu n'utilises pas forcément toutes les fonctionnalités et ta montée en charge n'est pas nécessaire. C'est juste un conseil. C'est ça, si on résume, de toute façon, ça fait partie, les systèmes de queuing, les services de queuing sont ceux quasiment les moins chers qui sont disponibles au niveau d'Azure. Hein. Donc, il y a très très peu de problèmes à ce niveau-là. On peut se débrouiller avec quasiment du gratuit au départ et puis monter en charge quand on en a besoin. Quoi. Ça me paraît un peu logique aussi. Donc, si on essaie de résumer avant de passer, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment des questions, en tout cas, tout à l'heure, c'est ce que Maud disait. Ouais. C'était plus de voir en termes de résumé, on a vu comment faire, parce que c'était un système de queuing, donc de FIFO, messagerie. On envoie des messages d'un côté, on les reçoit de l'autre côté, et on a ainsi le temps de les traiter. Ils sont dans la queue pendant 7 jours, 14 jours, comme la config que tu avais mis. On avait vu que les formats étaient binaires et respectaient des standards, et on a la possibilité d'utiliser des SDK déjà tout préparés, des SDK en C# notamment, dans lequel c'est assez simple. Hein. On crée un objet queue, on fait un send async pour envoyer des messages, on fait un receive async de l'autre côté pour réceptionner. Donc, j'ai l'impression qu'on peut se faire plus compliqué que ça. Et encore mieux, c'est que la doc de Microsoft sur docs.microsoft.com, si on va chercher la partie Azure Service Bus, il y a des exemples pour toutes les technologies. C'est plus uniquement C#, .NET, il y a vraiment Java, Python, Node.js et plein d'autres. L'ouverture MS depuis effectivement quelques années. Exact.